vous êtes dans votre présent. Vous n'y comprenez rien. C'est la désorientation, vous ne savez pas. Bon. Et pour essayer d'y comprendre quelque chose, l'attitude la plus constante a été, dans les communautés humaines, a été de regarder d'abord vers le passé, pour y chercher un exemple, pour y chercher un précédent qui vous permette d'éclairer, de vous éclairer. Ça a été ce grand modèle qui, dans le monde, en Europe, s'est appelé l'histoire maîtresse de vie. Bon, donc l'histoire était justement fournissait des repères, des exemples dont on pouvait s'inspirer. Ça ne signifiait pas que on était dans un monde où le passé se reproduisait dans le présent, où on était dans la répétition, non? Mais cela signifiait que, voilà, je suis, bon, éclate la guerre, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je comprends? Je vais chercher dans le passé et j'essaye de servir au fond de cette grille pour éclairer. Là, donc on va chercher des éléments du passé pour comprendre de l'inédit. Vous êtes dans le déjà, vous n'avez pas encore les mots pour dire ce qui est en train d'advenir. Vous êtes dans cet intervalle, dans ce que Hannah Arendt appelle brèche, ou gap en anglais, dans le temps. Voilà. Donc ces situations d'entre-deux, alors dans un sens, elles sont très communes. Chacun vit ça dans sa vie, dans son expérience professionnelle, dans sa vie sentimentale. Bon. Donc c'est très commun, mais quand ça devient, quand ça touche l'ensemble d'une société à l'occasion d'une crise, parce qu'au fond, une crise, c'est ça, une crise. C'est une façon de rendre compte d'une crise, c'est de dire, je n'y comprends plus rien. Bon. Et je vais chercher du côté du passé, des précédents, qui ne m'éclairent pas. Et donc, que faire? Alors, une des grandes crises pas à moi seulement, mais qui a servi de référence, de modèle, de pensée, c'est la Révolution française. C'est exactement un grand moment de désorientation. Les gens, si vous relisez l'expérience des contemporains, c'est on n'y comprend pas, on n'y comprend rien, et ça change tous les jours. Pourquoi? Parce que ce moment de la Révolution française est aussi le moment où on passe d'un temps à un autre. C'est-à-dire que se met en place un temps qui est le temps moderne, c'est-à-dire un temps qui, lui, devient un acteur. Il y a une dynamique du temps qui n'est plus seulement un milieu dans lequel des choses se passent, mais qui est un acteur de l'histoire. Et cette accélération du temps, le temps lui-même porteur de transformation, c'est aussi appris comme autre nom, le progrès. Et alors à ce moment-là, tout ça étant présenté de manière très schématique, évidemment par moi, à ce moment-là, on ne va plus chercher des exemples dans le passé. Bon, c'est fini. C'est ce que j'appelle, moi, justement, en observant la Révolution française, on était dans l'ancien régime d'historicité et on passe dans le régime moderne d'historicité où c'est le futur qui devient la catégorie dominante, celle qui éclaire. Et vous avez quelqu'un que je cite souvent qui exprime ça de manière parfaite en 1840, mais il a fallu attendre 1840 pour qu'il arrive à le dire, c'est Tocqueville, Alexis de Tocqueville, quand il écrit La fin de la démocratie en Amérique, quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Quand le passé éclairait l'avenir, c'était ce que l'ancien régime d'historicité, on y comprenait quelque chose, on allait chercher des exemples. Ça s'est brouillé, c'est fini. C'est le moment de la Révolution française. Et Tocqueville, lui,
qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en Amérique. Et c'est depuis l'Amérique, c'est-à-dire depuis du futur, depuis le futur, qu'il a regardé l'Europe, et la France en particulier, et qu'il a pu diagnostiquer ce qui était en cours. C'est-à-dire cette marche vers l'égalisation des conditions qui, en fait, cheminait depuis beaucoup plus longtemps, depuis le Louis XIV, etc., etc. Enfin bon, voilà. On n'a pas les mots pour dire ce qu'il en est. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation de ce type. Oui, oui, bien sûr. Ça veut dire que il faut aller partout où on peut pour essayer de trouver les mots qui... Alors, les mots, évidemment, les mots, on n'en a pas... On peut en créer, mais l'important, c'est d'essayer de les retravailler pour leur faire dire quelque chose de juste à l'égard de ce qui est en train de se passer. Bon. Et donc, de vous apporter une intelligibilité qui vous permettra de comprendre, qui vous permettra d'agir, qui vous permettra de faire un projet politique, social, etc. Ce que j'ai proposé d'appeler présentisme, c'est quand vous aviez donc toujours dans ce schéma très schématique, mais quand même qui aide un peu à comprendre, le passé fournisseur d'exemples, l'intelligibilité du présent, le futur, lumière qui permet de comprendre le présent et le passé. Et vous savez où vous avez une orientation. Il se trouve que dans les années 1960, autour des années 1970, cette lumière venant du futur a faibli, ou a diminué, ou même a disparu. Et alors, il y a beaucoup de raisons à cela, on ne va pas les développer, mais du coup, le présent s'est retrouvé orphelin, si je puis dire. Et il est devenu la seule catégorie disponible pour essayer de se repérer. Le futur a perdu son évidence, a perdu sa force d'entraînement, ce au nom de quoi vous deviez vous sacrifier, le cas échéant. Si vous prenez l'avenir radieux du monde communiste, il fallait sacrifier le présent pour le futur, pour l'avenir, et les générations présentes pour celles à venir qui bénéficieraient enfin d'une société sans classe. Bon. Quand cet espoir-là s'effondre, qu'on découvre tout ce qu'il recouvrait en réalité, revenir au passé, enfin à la catégorie du passé comme catégorie éminente n'est pas possible, surtout qu'on n'est encore pas très loin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui a été quand même un moment de particulièrement grand moment de l'inhumanité. Donc, d'une certaine manière, ne reste que le présent. Et un présent qui essaye de se valoriser comme tel, en disant non seulement soyez de votre temps, mais c'est vivez au présent. Vous avez eu toute une série d'injonctions dans les années 80-90, vantant le présent, hein, ou même le changement, c'est maintenant. Hein, c'est une autre façon justement de réduire. Hein, le changement, c'est justement à venir. Donc c'est l'ouverture, c'est encore le régime moderne d'historicité, le temps porteur de progrès. Mais quand vous dites le changement, c'est maintenant, vous dites non. Cette perspective-là n'existe pas, c'est maintenant. Bon, et évidemment, 3 semaines après, on vient vous dire, bah alors, c'est maintenant ou c'est pas maintenant? Bon, hein, voilà, mais c'est assez frappant, l'invention de ce slogan et ce qu'on peut en dire par rapport à ces questions du rapport au temps. On peut donner quelques éléments. Je pense que l'élément pour le monde, l'Europe d'abord et le monde occidental, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est-à-dire l'extermination des Juifs.
qui rend impossible de croire à un progrès de l'humanité. On a mis du temps à en prendre conscience, à l'admettre, comme ça, il a fallu des décennies. Bon. C'est ce qu'on a appelé le retour de la mémoire dans les années 1980, dans les sociétés européennes, mais aussi aux États-Unis, même si les États-Unis n'ont pas connu directement la Shoah. Donc il y a cela, fondamentalement, je crois. Et puis, il y a la guerre froide, qui dans un sens est une course à l'avenir, puisque c'est à qui arrivera le premier, à qui sera le plus moderne, à qui va conquérir l'espace, etc., etc. Donc c'est une course au progrès, mais qui se traduit aussi par une mise en question de ce progrès, puisque si ce progrès, c'est uniquement le progrès des armes, ça commence avec la bombe atomique, dont on célèbre à la fois l'exploit technique et c'est la possibilité de la disparition de l'humanité. Donc ce sont ces éléments, tous ces éléments, qui font que le présent reste la seule catégorie disponible. Mais d'où ma proposition d'appeler ça présentisme, par opposition au futurisme du régime moderne d'historicité ou au passéisme de l'ancien régime d'historicité. Alors, ce présentisme, il a ensuite été renforcé, rendu de plus en plus présent et puissant par la révolution de l'information, qui c'est la révolution de l'information, c'est l'instantanéité, la simultanéité, l'ubiquité, donc, et puis finalement, tout en un instant, en un clic. Bon, donc, et puis alors maintenant, Internet et puis les réseaux sociaux, c'est du présentisme à l'état pur. Bon, au fond, c'est presque la suppression, la disparition, la négation du temps, et avec en particulier cet élément qui me semble-t-il assez frappant, en particulier pour les plus jeunes, c'est au fond désormais l'incapacité de prendre en compte la durée. On est là avec son téléphone, on envoie des SMS, tout se fait dans l'instant, mais c'est par exemple comme ça du quotidien, les gens, pour se donner rendez-vous désormais, ne peuvent pas dire on se retrouve dans un quart d'heure devant le cinéma machin. On y va, et puis on est là avec son téléphone en disant alors tu es où, tu es où, tu es là. Enfin bon, voilà, il y a plus la saisie de la durée, bon, l'incapacité de la durée, ce qui a des effets sur la politique, bien entendu. Ce qui a des effets aussi sur je pense, j'évoquais la crise climatique. Bon, la seule réaction des activistes, c'est de dénoncer l'inaction. Bon. Donc colère, inaction, c'est les deux manifestations. Enfin, colère parce qu'inaction. Mais il est évident que la crise climatique ne peut pas se régler en quelques clics. On parle de l'urgence aussi. C'est la tyrannie de l'urgence. Le présentisme, c'est l'urgence. Mais si tout est urgent, comment on peut établir une hiérarchie entre les urgences? Ça, on le voit chaque jour. Bon, hein. Il faut bien introduire des durées différentes pour mettre en ordre, poser un ordre, proposer d'ordonner ces différentes urgences.
Oui et non. Enfin, puisque bien sûr que l'homo inhumanus, il a toujours été là. Bon, depuis qu'il y a des communautés humaines, il y a des comportements inhumains. Et l'humanisme, euh, c'est cette, c'est une manière de dire, de rendre les humains plus humains, mieux humains, ou plus complètement humains, ou plus pleinement humains. Ce qui n'empêche pas cet humanisme, ces humanismes, parce qu'il y en a eu plusieurs, ce qui n'empêche pas ces humanismes de s'accommoder d'inhumanité. On l'a vu, là aussi, à plusieurs reprises, et en particulier avec le colonialisme. Puisque vous pouviez avoir des gens enfin, non seulement vous pouviez, mais vous aviez des gens qui se réclamaient de l'humanisme, précisément, et qui vivaient sans problème une situation coloniale qui conduisait à déshumaniser les colonisés, plus ou moins, enfin, de manière plus ou moins violente. Enfin, le schéma étant quand même celui-là. Donc l'humanisme, il ne suffit pas de se proclamer humaniste pour être à l'abri de l'inhumanité. Justement, encore un mot là sur cette question de le grand moment de l'homo inhumanus, celui que j'ai appelé dans ce livre l'homo inhumanus, c'est le XXe siècle, et plus particulièrement la période qui va de la guerre de 1914 à 1945, les deux guerres mondiales, et le triomphe, entre guillemets, de l'inhumanité étant d'un côté le goulag et de l'autre les camps d'extermination nazis, qui, avec ce schéma, justement, vous dites que des personnes, compte tenu de leur race, ou compte tenu de leurs origines, ou de leurs attitudes, vous les retranchez de l'humanité. Avec le schéma qui est déshumanisation, bestialisation, humiliation, et finalement extermination. Vers 1945, on veut d'une part juger l'homme, l'homo inhumanus, le procès de Nuremberg, et on veut empêcher, prévenir le retour de l'homo inhumanus. Et ça a été la création de l'ONU, et puis la déclaration, justement, de la déclaration, où très explicitement, hein, nous, peuple du monde, nous voulons empêcher que ce qui s'est produit au cours de ces deux guerres, c'est-à-dire cette inhumanité extrême, se reproduise. Et nous mettons en avant quoi? L'égale dignité de tout être humain. Et cette déclaration de la charte se trouve encore précisée en 1948 par la Déclaration universelle des droits, qu'on appelait à l'époque la même Déclaration universelle des droits de l'homme, bon, qui veut justement mettre en avant le fait que les humains forment une famille, on parle de la famille humaine, et que dans cette famille, chacun a droit à une égale dignité. On peut dire, oui, bah, on a vu ce qu'on a vu, bien entendu, et dans le même temps où il y avait cette proclamation, ça a été le moment des décennies des guerres coloniales, enfin de décolonisation.
où, et là on évoquait Césaire il y a 2 minutes, son discours sur le colonialisme, il dénonce précisément l'humanisme comme hypocrite, raciste, bon. Mais ni lui ni Fanon ne récusent l'humanisme. C'est ça qui est très important. Ils pensent qu'il est possible d'arriver à un véritable humanisme. Que jusqu'à présent, l'humanisme a trahi ses promesses. Il n'a pas tenu ses promesses, ou ne pouvait pas tenir ses promesses, puisqu'il était fondamentalement hypocrite. Mais, et là, aussi bien, alors Césaire, c'est au fond parce qu'il est à ce moment-là communiste, bon, et qu'il voit justement cette perspective à venir, et qu'on est dans ce temps moderne, ce régime moderne d'historicité. Il y a à l'horizon la possibilité, pour autant que advienne quelque chose comme une révolution, en tout cas l'espoir est porté par le prolétariat. Pour Fanon, c'est pas la même chose, c'est le tiers-monde. C'est l'émergence du tiers-monde, la conférence de Bandung, hein, et c'est ça. Et c'est là. Mais il est tout autant que Césaire à la recherche d'un nouvel humanisme. Oui, que de toute façon, l'un et l'autre disent comme l'Europe c'est fini. C'est fini, c'est complètement naufragé. Et ça, c'est une différence importante avec les mouvements actuels. Mais Sartre avait déjà fait, lui, son coming out, si je puis dire, avec sa conférence de 1945 sur l'existentialisme est un humanisme. Bon, donc il avait, dans ce moment 45 où tout le monde cherche un nouvel humanisme, c'est au fond la manière de tenir compte ou de ne pas vraiment prendre la mesure de ce qui s'est passé, parce qu'on a l'impression qu'on peut, allez, on y va, trouvons un nouvel humanisme. Alors c'est les chrétiens, les communistes, tout le monde veut trouver un nouvel humanisme. Et Sartre arrive avec sa proposition en expliquant qu'en quoi ça peut l'existentialisme et peut être aussi un nouvel humanisme, enfin la manière dont il le conçoit. Donc lui, il a déjà donné, si vous voulez, et ce qui l'intéresse quand Fanon le sollicite, lui demande d'écrire la préface d'Année de la Terre, ce qui l'intéresse, c'est de dire, de poursuivre, puisque Fanon se place du côté des colonisés, et Sartre, dans sa préface, se place du côté des colons. Et pour leur expliquer, voilà, vous aviez l'habitude de considérer les autres comme des objets d'histoire, vous êtes maintenant vous-même objet d'histoire. Et je vais vous expliquer en quoi. Donc c'est ça qui m'y a porté dans ce texte. Oui, alors c'est tout ce mouvement qui arrive à dire, alors je parle un peu, mais qui arrive à dire, non, il n'y a pas de propre de l'homme. Bon, c'est à la fois les sciences, l'anthropologie, dont on parlait tout à l'heure, mais des mouvements, certains mouvements, enfin, l'écoféminisme en particulier, enfin toute une série de mouvements qui sont pas, je ne crois pas qu'ils soient coordonnés. Hein, et puis surtout, ils ont des renvois ou la paléoanthropologie, par exemple, la paléontologie. Bon, chacun chemine, mais il me semble que autour des années 1970, vous avez cette espèce de rencontre, de commun dénominateur qui met en question un propre de l'homme. Ça ne fait pas de ces gens des ennemis de l'humanité. Alors certains, oui, voudraient considérer les animalistes que l'homme est la pire des choses au monde et qu'il vaudrait mieux que l'humanité disparaisse pour que
où la terre se porte mieux, où les animaux se portent mieux. Bon, là, on a oui, des mouvements extrêmes. Bon. Mais dans le même temps, euh, vous avez ce qui se développait exactement dans les mêmes années, l'humanitaire. Bon. Alors l'humanitaire, c'est pas appelé humanisme, parce que le mot n'était pas utilisable, puisqu'il était lié à ce passé colonial, il était lié à la bourgeoisie, donc tous ces jeunes médecins qui ont fondé les Médecins du Monde, Médecins sans frontières, enfin Kouchner et les autres, sont anti-humanistes en fait, mais enfin ou croient être anti-humanistes. Donc ils s'appellent humanitaires. Mais on pourrait dire que l'humanitaire, c'est un humanisme de l'urgence. En ce sens, il va s'inscrire dans cette configuration présentiste. C'est un humanisme de l'urgence qui, au nom de quoi interviennent-ils? Au nom de la dignité humaine, donc d'un propre de l'homme. Ils ne cherchent pas à faire d'une métaphysique de l'homme, mais c'est ça qui les meut, c'est ça qui les met en mouvement. Hein. Alors, et l'humanitaire est devenu absolument considérable aujourd'hui, même s'il rencontre beaucoup de difficultés. Et je crois, une des difficultés, c'est que justement, dès lors que l'humanitaire dure, avec une intervention qui est le principe se fait dans l'urgence pour aller au secours de victimes, parce que c'est lié aussi au développement de la montée de la figure de la victime dans nos sociétés. La victime, c'est la victime qui est là. On ne se pose pas la question de savoir d'où elle vient, ce qu'elle a fait avant, ou même ce qu'elle pourra faire après. Je dois, mon serment de médecin me fait que je dois intervenir. Mais un humanitaire qui est là pour des années et des années et des années, ça devient problématique. Et en voyant ce qu'il en est en Palestine. Oui, oui, mais parce que le futur a disparu. Bon, donc, encore une fois, l'humanitaire, c'est un humanisme de l'urgence, dans le présent. Et ils le disent d'ailleurs, ceux qui ont écrit autour de cela. Il n'y a pas, non, il n'y a pas de perspective, et probablement il n'y a pas de croyance en une amélioration de l'humanité possible. Et ça, c'est un rêve, ou une ambition, ou un idéal qui s'est fracassé avec la Shoah. Je ne dirais pas ça comme ça. Faut-il sauver l'humanisme? Il faut, puisque l'humanisme existe avant tout maintenant sous la forme de l'humanitaire. Donc il est déjà sauvé, d'une certaine manière. Ce qu'il faut sauver, assurément, c'est la dignité humaine. Après, les modalités, ce qu'on mobilise pour arriver à à la reconnaissance de cette dignité humaine partout, varie. Je pense dans le monde, en Europe, ça passe par il n'y a pas de raison d'abandonner tout ce qui a été, toutes les réflexions qui ont été menées autour de ce que c'était qu'être un humain, être plus humain, mieux. Il n'y a pas de raison de s'en débarrasser. Il y a quand même pendant des siècles, des gens qui ont réfléchi avec ces termes et qui ont produit des œuvres qui ne sont pas méprisables. Et puis, si vous allez, alors je pense, moi je n'ai pas d'autres connaissances, mais si je pense à ce que dit Bachir, Souleymane Bachir Diagne, à propos de Ubuntu, de ce mot bantou,
qu'il traduit comme fraternité, humanité, compassion, et au fond, c'est faire humanité, dit-il, hein, Ubuntu. Et le rôle que ça a joué dans la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Bon. Et donc je pense que c'est pas un donné, c'est quelque chose, c'est quelque chose à faire. Bon, et là, sur ce point, je pense qu'il a tout à fait raison. C'est-à-dire que, il s'agit moins d'universel que d'universaliser. Et si on peut universaliser, et aujourd'hui, c'est pas une petite affaire, universaliser la reconnaissance de la dignité humaine, bon. Je pense qu'on est en train d'en sortir. Enfin, non, ce serait excessif. Mais il est néanmoins très mis en question par, alors, de manière par lui-même. Je veux dire, bon, vous avez eu, alors si on reste dans la sphère présentiste, tous ces mouvements qui se sont développés au nom du slow. Slow ceci, slow cela, bon, pour ou tous ces appels à la déconnexion. Bon, c'est des contestations du présentisme à l'intérieur même du présentisme, en disant on étouffe dans ce présentisme. On n'a plus le temps de penser. Alors, je pense qu'il y a cela, même si dans le même temps, vous avez l'incroyable développement des plateformes, des grandes plateformes, qui, elles, sont du présentisme pur sucre. Et à cet égard, le moment du Covid a été à la fois un moment de mise en question, justement, du présentisme, à tous ces gens qui étaient confinés chez eux, qui disaient, mais au fond, qu'est-ce que c'est que cette vie que nous menons, partons, allons, partons ailleurs. Bon, en tout cas, ceux qui pouvaient le faire. Donc, voilà, ça a été d'un côté ça. Et puis de l'autre, ça a été un renforcement très considérable du présentisme, puisque on n'a jamais autant utilisé ces plateformes qui ont fait des profits absolument gigantesques pendant ces 2 années. Bon, voilà. Et il est mis en question par deux choses. Enfin, c'est justement, on revient aux enjeux dont on parlait au début. C'est-à-dire, d'une part, par la crise climatique, qui oblige à voir plus loin que son nombril, mais justement, il y a ce heurt extrêmement brutal entre ce présentisme de l'instant et puis ces temporalités immenses. À la fois, on est du côté de l'avenir, du futur, mais aussi du côté du passé. Le Covid nous a rappelé ou appris que les microbes étaient bien plus anciens que les humains. Donc au fond, les humains, ils étaient là depuis quelques centaines de milliers d'années. C'était pas grand-chose par rapport à la vie des microbes qui, eux, pouvaient s'enorgueillir de quelques milliards d'années. Bon, donc il y a ça aussi. Et puis, une troisième mise en question du présentisme, c'est ce que nous vivons. En Europe, en tout cas, la guerre. Il disait qu'elle a ses propres temporalités qui peu à peu s'imposent. D'où nos politiques qui étaient myopes comme des taupes, tout d'un coup découvrent que non, on ne peut pas rester simplement dans l'instant avec des tweets et tout régler comme ça. Hein. Mais d'où la durée, mais comment la prendre en compte? Et on retombe sur la question du comment, si tout est urgent, que rien ne l'est, voilà. Et un des moments, me semble-t-il, comme ça, où on a vu le présentisme d'une certaine manière se déliter, c'est au, au moment des débuts de la guerre d'Ukraine. Puisque les Européens
en particulier le président Macron, puisqu'il s'agit de plus que tout le monde, mais les Européens étaient totalement pressentistes. Ils ne pouvaient pas comprendre que Poutine ne l'était pas. Qu'il était dans... Poutine sait très bien se servir de tous les instruments du présentisme, enfin, ou ses sbires, mais lui vivait, raisonnait à dans une autre temporalité, avec une perspective de durée qui était inconcevable pour tous les Européens, qui, eux, ne voyaient rien. Et bon, ça continue. Même si l'Europe, dire vite, s'est aperçue que le présentisme n'était pas tenable dans ces conditions. Il m'inspire beaucoup, mais il est quand même justement un des premiers historiens à avoir pris à bras le corps cette question du changement climatique, et en disant qu'est-ce que ça fait à l'histoire, pour aller vite, et à saisir que dans tous les débats autour de l'Anthropocène, puisque on a rétorqué, mais non, c'est pas l'Anthropocène, c'est le Capitalocène, que on pouvait pas s'en tirer comme ça. Que bien sûr, il y a le capitalisme, certes, mais le capitalisme disparaîtrait demain matin, que le problème demeurerait. Le changement climatique, il serait toujours là. Bon. Donc on peut pas dire c'est simplement parce que, alors après on peut dire ça remonte à l'arrivée de Christophe Colomb, ça remonte, enfin bon, on peut chercher des quantités de possibilités pour rendre compte de ce moment où les humains, ou certains humains, ont eu un impact fort sur l'environnement. Mais l'apport, me semble-t-il, très important de chacun parti, c'est qu'il invite, à partir de son expérience d'historien formé aux Subaltern Studies, à essayer de tenir ensemble toutes ces dimensions, toutes ces temporalités que j'évoquais. Et comment faire en sorte de ne pas renoncer à toute perspective de justice climatique, mais de ne pas simplement s'arrêter sur la dénonciation du capitalisme. Ce que je disais tout à l'heure, vous avez modifié le climat pour les 100 000 ans à venir. Bon, capitalisme ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que on semble être justement dans une phase de repli, de recul, dont je ne peux pas, enfin, dont je ne connais pas l'issue, bien sûr, mais qui semble dire, bon, nous verrons plus tard. Nous verrons plus tard. Pour l'heure, il y a des choses plus urgentes. Enfin, c'est encore toujours le problème. Il y a des choses plus urgentes. Et donc les décalages qui existent entre les enjeux et ce qui est présenté comme étant le plus important dans le moment présent, dans l'instant présent. Il n'y en a plus d'une. Il n'y en a plus d'une, heureusement pour moi. Mais je prendrais l'exemple, oui, je prendrais Pierre Vidal-Naquet. Bon. Que j'ai connu, avec qui j'ai eu des rapports de travail, qui a été pour moi, au fond, une figure de l'historien.
Sa spécialité, c'était l'histoire ancienne, l'histoire grecque. Il a toute sa vie enseigné l'histoire grecque. Il y a eu des étudiants qui faisaient des thèses en grec, d'histoire grecque, enfin très bien. Et il était aussi celui dont le premier livre a été sur l'affaire Audin. Et qui se précipitait tous les jours à 1h de l'après-midi au kiosque le plus proche de chez lui pour acheter Le Monde. Donc il était à la fois dans la très longue durée et dans le temps présent, dans l'immédiateté. Et il m'a appris, au fond, que l'historien était un guetteur du présent. Et il aimait beaucoup un tableau de Bruegel l'Ancien, qui est à Bruxelles, Peter Bruegel, qu'il allait voir, paraît-il, chaque fois qu'il passait par Bruxelles, qui est la chute d'Icare. Vous avez un tableau avec des activités, vous avez un berger avec ses moutons, un paysan en train de labourer son champ, des bateaux qui volent, qui trament sous voile, enfin toute une vie comme ça quotidienne, ordinaire. Et puis dans un petit coin du tableau, vous voyez deux jambes qui sortent de l'eau, et c'est la chute d'Icare, c'est Icare qui vient de se casser la figure. À partir Bruegel a fait ça à partir des Métamorphoses d'Ovide, et voilà. Pour lui, c'est l'historien est celui qui voit ce que personne ne voit au moment où ça se passe.